Les partenaires chinois s'engagent à accompagner le Mali et la Guinée dans le financement du projet barrage de Fomi. La nouvelle est tombée lors des travaux de la 7e session ordinaire du comité interministériel de concertation sur le dit projet à Cancan en présence de notre ministre de l'Énergie et de l'Eau. Je vous amènerai à Sigri également où on magnifie le raffermissement des liens fraternels entre nos deux pays à travers l'émission Top Étoile de l'ERTM. Le 11 novembre prochain, Bamako sera la ville des chefs traditionnels. En prélude à la dite journée, le patriarche des Niaré de Bamako a organisé ce dimanche une grande rencontre des légitimités traditionnelles du Mali, de Kaï à Kidal en passant par Mopti. Ils étaient tous présents pour réfléchir ensemble au devenir de nos us et coutumes. La réponse à cette question ce soir dans la chronique Culture et Société. Qu'est-ce que c'est qu'un proverbe? On l'entend dans les conversations intellectuelles comme celle des rues, mais réellement connaissons-nous son origine, son sens, bref, sa fonction? Alpha Maïga nous propose là-dessus le regard de deux femmes sur le sujet. Notre invité de ce 20h week-end est le ministre délégué chargé de l'action humanitaire, de la solidarité des réfugiés et des déplacés. Avec Oumar Diarra, nous ferons le point des activités à quelques jours de la clôture du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion au Mali. Dimanche 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Bienvenue aux informations. Monsieur le ministre, bienvenue sur notre plateau. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous, Anya. Rapidement, dites-nous, avez-vous accompli un geste de solidarité ce week-end et c'était quoi? Oui, alhamdoulilah, ce week-end a été chargé en activités de solidarité. D'abord, j'étais avec les non-voyants pour la 3e édition des journalistes non-voyants et j'ai rendu visite à la doyenne d'âge de Misra. Donc, c'était... Que nous allons voir au cours de ce journal. Nous allons développer tout cela à tout à l'heure. Mais en attendant, je vous amène à Cancan, en Guinée-Conakry, où s'est tenu les travaux de la 7e session ordinaire du comité interministériel de concertation sur le projet barrage de Fomi. À l'ordre du jour de cette session, les échanges sur les conditions de reprise des travaux du barrage, avec à la clé l'élaboration d'une feuille de route actualisée. La cérémonie a noté la présence du ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, Lamine Seydou Traoré. La bonne nouvelle pour cette session, c'est l'engagement des partenaires chinois à accompagner le Mali et la Guinée dans le financement de ce projet. Le compte-rendu de nos envoyés spéciaux, Modibo Mariko, Taïeb Adjawakoui. C'est une 7e session ordinaire du comité interministériel placée sous les signes de la redynamisation du projet barrage de Fomi. En effet, après un coup d'arrêt observé par le projet pour cause de Covid-19 et des crises sociopolitiques qu'a connues nos deux pays, Maliens et Guinéens avec leurs partenaires se retrouvent avec comme objectif lever tous les goulots d'étranglement à la concrétisation de Fomi. Et en la matière, les deux parties semblent cette fois-ci décidées à faire bouger les lignes. La Guinée et le Mali, deux poumons d'un même corps, souhaitent vivement la réalisation de cet aménagement à but multiple. Cette volonté a été confirmée par la signature d'un protocole d'accord. Ce comité qui ouvre sa 7e réunion doit, dans un élan patriotique et de responsabilité, formuler à l'intention des plus hautes autorités du Mali et de la République de Guinée des recommandations pertinentes allant dans le sens de trouver rapidement les moyens financiers nécessaires à la réalisation du barrage à but multiple de Fomi, qui constitue pour nos deux pays un levier de développement économique et social. À l'ordre du jour de cette session, plusieurs points parmi lesquels l'adoption d'une feuille de route actualisée pour la relance des activités. Le secrétaire exécutif de l'ABFM, l'Agence pour les bassins du fleuve Niger, qui accompagne les deux pays dans la réalisation des études du barrage, a réitéré à nouveau son engagement. Le Mali, par la voix du ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, n'en attendait pas moins des partenaires. La réalisation du barrage de Fomi viendra renforcer les relations qu'entretiennent naturellement les peuples de Guinée et du Mali. Au nom de nos illustres présidents de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya et son Excellence le colonel Assimi Goïta,
avec la signature de la déclaration consacrant le barrage de Fomi, ouvrage d'intérêt commun, le 4 octobre 2022, à l'effet de le réaliser en partageant les coûts et bénéfices dans l'équité. Le Mali, se trouvant au cœur de ce complexe, souhaite la réalisation rapide de l'ouvrage de tête du dit complexe, à savoir l'aménagement hydroélectrique à bimultiple de Fomi. Nous restons engagés à partager les coûts et bénéfices de cet ouvrage. Je souhaite qu'à cette 7e réunion, vous finalisez et nous soumettez pour validation le projet de convention de réalisation du barrage accompagné d'un chronogramme précis de réalisation. Ce projet intégrateur d'un coût estimatif de 690 millions de dollars va améliorer les conditions de vie des populations dans les deux pays. Et la bonne nouvelle pour cette session, c'est que les partenaires chinois qui sont intervenus en visioconférence se sont engagés dans le financement. Il y a une session avec l'entreprise chinoise. Donc, à l'issue de cette session, les recommandations vont à l'endroit des États et de l'État de Chine aussi. En ce qui concerne la satisfaction des conditions préalables pour la reprise de ces travaux-là. Et donc, courant novembre, le comité va se réunir à nouveau pour faire le point sur l'état de mobilisation des 15% de la contrepartie des différents États, les deux États, et aussi par rapport à l'inscription aussi des 85% autres dans l'accord cadre Guinée-Chine, comme pour le barrage de Fomi, en considérant que Fomi est une priorité. Maliens et Guinéens avec leurs partenaires se donnent ainsi des jours pour non seulement établir un chronogramme détaillé des travaux à réaliser, mais aussi faire des recommandations à même de faire du rêve projet barrage de Fomi une réalité. Demain, 31 octobre, c'est la journée internationale des villes. Agir localement pour devenir global, c'est le thème retenu cette année. Sokona Kamisuku nous informe que cette journée, qui est à sa 12e édition au Mali, vise à promouvoir l'intérêt de la communauté internationale pour l'urbanisation mondiale durable afin de relever les défis et contribuer au développement urbain durable dans le monde. Reportage. Selon les données des Nations Unies, la moitié de la population mondiale vit aujourd'hui en milieu urbain et la population urbaine continue de croître à un rythme élevé dans les pays en développement. Et le Mali est bien concerné par ce phénomène, d'où la pertinence de la tenue de cette journée dédiée à la ville. Cette journée a pour objectif de promouvoir l'intérêt de la communauté internationale pour l'urbanisation mondiale, faire progresser la coopération entre les États afin de saisir les opportunités, relever les défis de l'urbanisation et contribuer au développement urbain durable. Elle constitue un événement marquant l'engagement de la communauté internationale en général et celui du Mali en particulier à l'égard des établissements humains et l'exercice du droit fondamental à une ville convenable pour tous. Pour relever les défis liés à l'urbanisation, l'État malien propose la réponse de l'État face aux problèmes liés à l'habitat, à l'urbanisme et à la construction a évolué, eu égard à la volonté des plus hautes autorités de la transition d'adapter notre administration afin de lui permettre de fournir des services publics requis pour le bien-être social et économique de nos populations. Au nombre des perspectives, nous pouvons citer entre autres la tenue prochaine, en partenariat avec l'Association des promoteurs immobiliers du Mali, de la 7e édition du Salon de l'Habitat de Bamako en 2023. La mise en œuvre de la 3e phase du programme participatif de l'amélioration des bidonvilles, qui consiste à réaliser des actions prioritaires pour améliorer le cadre de vie dans les bidonvilles. La mise en œuvre du projet de résilience urbaine de Bamako. La poursuite de l'élaboration des profils urbains des villes du Mali. La poursuite de la réalisation des programmes de logements sociaux, la poursuite de l'élaboration des schémas directeurs d'urbanisme et des plans d'urbanisme sectoriels des villes maliennes, l'amélioration de la mobilité urbaine au niveau de nos grandes villes, la sécurisation et la conservation des espaces publics par leur aménagement et le rapprochement des services sociaux de base de nos populations. Cette journée, qui est à sa 12e édition, a pour thème « Agir localement pour devenir global ».
99e anniversaire de l'indépendance de la Turquie est placé sous le signe de l'émergence. Ici au Mali, les festivités ont été l'occasion de magnifier les qualités de la coopération multidimensionnelle entre Bamako et Ankara qui se porte à merveille, nous dit Boubacar Kanouti. Né de l'effondrement de l'Empire ottoman et la lutte pour l'indépendance et l'intégrité du sol national, la République de Turquie doit son existence à la volonté d'un homme, Mustafa Kemal, connu sous le nom Atatürk. Un 29 octobre 1938, il y a 99 ans juste, cet homme est monté au créneau pour faire de son pays un État viable et moderne. Libéré de toute tutelle étrangère, la Turquie et le Mali, deux pays amis unis par la culture, la religion, le transfert des compétences, le commerce, entre autres. La Turquie comprend le Mali et soutient le processus de transition. Ainsi, mon pays n'a appliqué aucune sanction envers le Mali. Au contraire, Turkish Airlines a poursuivi ses liaisons aériennes durant le Covid et durant les sanctions. La Turquie continuera à soutenir et développer ses relations avec le Mali, notamment dans le domaine de l'éducation, du commerce et de la défense, sur une base égale à égale. Le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, a salué l'excellente relation entre les deux États qui se renforce d'année en année. Au nom de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, et du peuple malien, adressé à son Excellence Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie, nos vœux de bonne santé, de bonheur, ainsi que nos vœux de progrès et de prospérité croissante pour le peuple ami turc. Malgré les difficultés actuelles, le Mali a bénéficié de la solidarité indéfectible de la Turquie. Dernièrement, quand nous traversions les moments difficiles liés aux sanctions, mais aussi de manière constante, nous avons toujours bénéficié du soutien de l'amitié de la Turquie dans un élan de solidarité, d'entraide et aussi de respect mutuel. Les hymnes nationaux des deux pays, suivis de la chorégraphie des élèves de l'établissement Marif, ont bouclé les festivités des 99 ans de la Turquie. Place à notre invité de ce 20h. Je vous le rappelle, le ministre délégué chargé de l'action humanitaire, de la solidarité des réfugiés et des déplacés, Oumar Diarra. Monsieur le ministre, bonsoir. Déjà, dites-nous, c'est quoi la solidarité au Mali? Tout d'abord, nous rendons grâce à l'Allah Tout-Puissant qui nous a permis de se retrouver devant nos compatriotes, devant le peuple malien aujourd'hui, en ce mois d'octobre, mois de la solidarité, de lutte contre l'exclusion. Vous savez, la solidarité est une valeur cardinale du Mali et c'est un pays d'hospitalité, de solidarité légendaire. Donc ces valeurs avaient tendance à disparaître avec l'avènement de certaines nouvelles concepts comme la démocratie. Donc pour renouer avec ces valeurs, les plus hautes autorités de la République du Mali en 1995 ont décidé d'instituer un mois tout entier pour rappeler aux Maliens que le vivre ensemble, l'entraide mutuelle, de se soucier des plus démunis font partie des valeurs du Mali. Donc d'où l'institutionnalisation de ce mois comme mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les Maliens sont solidaires? D'une manière générale, en tant que ministre en charge de l'action humanitaire, de la solidarité des réfugiés et des déplacés, le premier constat que j'ai fait cette année, malgré le contexte particulier lié à l'insécurité, à la pandémie à coronavirus et le dérèglement climatique, nous avons constaté à travers le pays, que ce soit au niveau des institutions, au niveau des régions et des partis politiques, de la société civile, les associations à but humanitaire ou autres partenaires, partout un peu à travers le Mali, les gens ont vraiment compris la politique définie par l'État dans ce sens. Donc à travers les multiples assistances aux personnes vulnérables, que ce soit les personnes déplacées internes
ou autres couches défavorisées. Donc en somme, nous avons vu depuis le lancement du mois par le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, en rendant visite à la doyenne d'âge de Bamako le 10 octobre, les autres activités du mois ont suivi. Donc en un mot, l'esprit a été comprise par les Maliens. On l'observe à travers les activités menées par les différentes couches sociopolitiques. Tout à fait. Mais Monsieur le ministre, dites-nous, est-ce que la solidarité doit être cloisonnée dans un mois? Est-ce qu'on doit dire pendant un mois, soyons solidaires? Est-ce que ça ne doit pas être au quotidien, cette solidarité? Oui, en fait, c'est ce que je disais. Si vous avez remarqué un peu, nous avons travaillé à mettre 4 semaines thématiques. Et chacun de ces thèmes, c'est à titre de rappel et d'indication pour nos compatriotes. La première semaine, qui est la semaine des personnes âgées, le président de la transition, après sa visite, le message qui est derrière cette visite, c'est quoi? Normalement, l'État, tout le monde doit converger vers l'État. Le président, il est le père de la nation. Mais en se déplaçant pour rendre visite à la doyenne d'âge, il a laissé entendre un message fort à l'endroit de toute la population malienne, que les personnes âgées qui sont dans nos campagnes, dans nos villes, dans nos maisons, nous devrons continuer à prendre soin d'elles. Il ne faut pas qu'elles se sentent marginalisées, isolées. Donc il y a la deuxième semaine qui est la semaine de la femme et de l'enfant, où nous développons bien sûr des activités permettant à la population que certes la vie c'est autour de nos mamans, autour de nos enfants. Et nous devrons travailler à leur autonomisation, à une meilleure prise en charge sur le plan éducatif, santé et autres. La troisième semaine qui est la semaine des personnes vivant avec handicap, comme aime le dire le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, ce sont des Maliens à part entière et non des Maliens à part. Donc, et la quatrième semaine qui est la semaine de la jeunesse et de l'entrepreneuriat. En somme, l'idée générale c'est quoi? C'est pour dire aux Maliens que la solidarité fait partie de nos valeurs. Nous devrons la pratiquer au quotidien. Du 1er janvier au 31 décembre, pendant toute l'année. Aujourd'hui, nous avons, compte tenu du caractère d'instabilité dans notre pays, nous avons à peu près 1,9 million de nos compatriotes qui vivent dans la précarité, qui ont besoin d'être assistés. Donc nous devrons travailler au quotidien comment améliorer leurs conditions de vie sur tous les plans. Alors, si on résume toutes les activités qui se sont menées durant ce mois, qui n'est pas terminé encore, quel bilan faites-vous à mi-parcours, Monsieur le ministre? Déjà, nous avons connu, comme je le disais tout de suite, certaines difficultés liées à la célébration du mois. Vous avez vu que le mois a un peu commencé en retard, compte tenu du dérèglement climatique. Nous avons eu beaucoup de zones inondées cette année. Du coup, au niveau du département, les ressources prévisionnelles pour non seulement la prise en charge des populations déplacées a presque triplé compte tenu des zones inondées. Donc, du coup, la mobilisation a fait un peu de retard. Mais qu'à cela ne tienne, le département a été fortement appuyé par les œuvres sociales du président de la transition. Donc un peu à travers le pays, dans toutes les capitales régionales, le président non seulement à l'endroit de la couche vulnérable, il a procédé à des distributions de vivres et de non-vivres, mais également il a doté beaucoup de nos centres de santé en ambulance et autres matériels médicaux. Donc du coup, l'idée générale aujourd'hui, je peux dire que nous avons un bilan plus que satisfaisant, parce que déjà, nos compatriotes ont épousé l'idée, ont compris qu'est-ce que les autorités veulent à travers ce mois d'octobre. Donc, compte tenu de ces activités, je peux dire oui, aujourd'hui, le bilan est un peu satisfaisant, mais le mois sera un peu glissé jusqu'à mi-novembre, où nous comptons procéder à la clôture du mois par une activité, Inch'Allah, qui sera soit présidée par le président ou le premier ministre de la transition, Inch'Allah. Okay. Sur les images, nous avons vu le président chez la doyenne d'âge de Bamako. Vous aussi, vous étiez chez la doyenne d'âge de la commune 2, à Missira. Elle s'appelle Djakite Nyakoro Sissoko. Elle a plus de 100 ans. Elle a formulé des bénédictions pour la patrie mère aujourd'hui à la croisée des chemins. Boubacar Kanouté était sur place. Regardons. Domiciliée à Mistra,
Celle qui reçoit la visite du ministre s'appelle Diakité Nyakoro Sissoko, native de Maïna, âgée de 100 ans. Elle jouit de toutes ses facultés, mère de 11 enfants et a 45 petits-fils. Cette visite entre dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Le ministre Oumarou Diarra n'est pas venu les mains vides, car il a remis à son hôte une enveloppe symbolique et autres cadeaux. Cette vertu léguée par nos aïeux est un pan de notre culture à conserver jalousement. Un sentiment de fierté d'appartenir à cette grande famille et d'être malienne. Vraiment, parce que je pense que de tels événements, la solidarité, c'est ça, c'est ce qu'on connaît au niveau du Mali. C'est ce que nous, nos parents nous ont appris et je vois que c'est une continuité au niveau du gouvernement. Donc, un grand merci au ministre qui a pris de son temps pour venir rendre visite à ma grand-mère. Elle a prié pour la stabilité du Mali. Voilà des images impressionnantes. On voit Madame Nyakoro, 11 enfants, une quarantaine de petits-enfants. Monsieur le ministre, la solidarité, c'est pas aller donner quelque chose aussi, c'est donner de son temps également. C'est ce que la petite fille de Nyakoro vient de nous dire. Exactement. C'est pour cela, nous, au niveau du département, nous sommes allés au-delà de l'aspect assistance continuelle à travers des vivres et des non-vivres. C'est surtout marqué de notre présence auprès de ces couches non seulement vulnérables, mais également de ces personnes âgées. Surtout dans le contexte d'insécurité aujourd'hui du Mali, nous nous sommes dit qu'il est impératif, plus que impératif, que nous travaillons beaucoup plus au relèvement de résilience de nos compatriotes à travers des activités génératrices de revenus, que nous inscrivons dans nos perspectives, que ce soit au niveau de l'État, que ce soit les partenaires de l'État, que ce soit d'autres acteurs intervenant dans le domaine humanitaire, que chacun s'implique à travailler. Parce qu'aujourd'hui, nous avons notre armée qui est engagée sur le front. Et l'armée a besoin d'être appuyée par des activités concrètes. Parce qu'aujourd'hui, la guerre asymétrique, qui est la guerre contre le terrorisme, nous devrons tous ensemble travailler à détruire les sources de recrutement des terroristes. C'est-à-dire la couche vulnérable, les jeunes aujourd'hui qui n'ont pas d'activité constituent des véritables nids de recrutement des terroristes. Donc aujourd'hui, au niveau du département, compte tenu du mois de la solidarité, nous avons invité l'ensemble des acteurs à travailler dans ce sens. Comme on l'a dit, c'est dans l'esprit des humains qu'on cultive la guerre, mais également c'est dans l'esprit des humains que nous devrons cultiver la paix. Donc raison pour laquelle le thème de cette année, par rapport au mois, nous avons dit la solidarité, facteur de consolidation de la paix, de la cohésion sociale et surtout de la refondation de notre nation. Donc, c'est un ensemble d'activités que nous avons décidé de mener afin d'appuyer les efforts de l'armée. Tout à fait. Alors, rapidement, Monsieur le ministre, quel appel lancez-vous à la population? Le mois de la solidarité n'est pas encore terminé. Nous devons continuer à être solidaires l'un envers l'autre. Quel message pour la population? Le message, il est clair et simple. Aujourd'hui, notre pays, ce grand pays, le Mali, héritier des plus grands empires, et depuis la rectification, l'espoir de toute une Afrique a besoin de la solidarité de l'ensemble de ses filles et de ses fils. Aujourd'hui, plus que jamais, l'ennemi est partout. Donc, il s'agit entre nous, Maliens, de rester solidaires à notre pays, de savoir que personne d'autre ne viendra faire ce pays à notre place. Le président, le soutenir aujourd'hui, ou soutenir le gouvernement, ou soutenir autres institutions de la République est plus qu'un devoir. Aujourd'hui, c'est vital pour nous tous. Donc, j'appelle l'ensemble de nos compatriotes à saisir de cette occasion, de ce mois de la solidarité, de se pardonner, de regarder dans la même direction et ensemble, main dans la main, Inch'Allah, nous allons relever les défis de développement pour notre pays. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Au passage, vous avez un joli boubou. Il a écrit Mali là-dessus, la réalisation. Est-ce que c'est la solidarité envers le Mali aussi?
Exactement, il y a voilà. même la carte du Mali, donc c'est ça aussi le Mali, Inch'Allah. Merci beaucoup. Voilà, c'était là notre invité de ce 20h week-end, le ministre délégué chargé de l'action humanitaire, de la solidarité des réfugiés et des déplacés, M. Oumar Diarra. Merci encore une fois. L'exposition universelle 2025 à Osaka au Japon aura lieu du 13 avril au 13 octobre 2025, en prélude à la participation malienne. Des délégués internationaux viennent de tenir une réunion préparatoire au Japon. Pour cette première réunion de planification de l'Expo 2025, le Mali était représenté par Massoudou Cissé, directeur général de l'Agence pour l'exportation du Mali, Apex Mali, accompagné du directeur de pavillon Taïrou Kader Cissé. Suivons le commentaire de Fousseini Tounkara. Le Mali a participé à cette rencontre sur invitation du ministre des Affaires étrangères du Japon. La rencontre s'inscrit dans le cadre de l'Expo 2025 Osaka au Japon. Cette première réunion, qui a regroupé les participants internationaux, avait pour but de partager les orientations nécessaires pour permettre aux pays participants d'avancer dans les préparatifs avant l'Expo 2025. À cette réunion de haut niveau, le Mali était représenté par Massoudou Cissé, actuel directeur général de l'Agence pour la promotion des exportations à travers le ministère de l'Industrie et du Commerce. Sur place, la délégation malienne a surtout exposé l'intérêt que le Mali accorde à cette exposition. Elle a également laissé entendre que le rendez-vous de 2025 à Osaka sera une opportunité de plus pour les participants maliens de promouvoir l'offre de biens et de services maliens. Mieux, l'espace sera idéal pour renforcer les liens de coopération entre le Mali et le Japon, surtout dans le domaine du commerce. En marge de cette réunion, le commissaire général du Mali, non moins directeur général de l'Agence pour l'exportation du Mali, Apex Mali, a été reçu par l'ambassadrice du Mali au Japon. Avec Nina Wallet Intalou, les échanges ont porté sur les conclusions de la première réunion préparatoire de l'exposition universelle Osaka 2025. Le 11 novembre prochain, Bamako sera la ville des chefs traditionnels. En prélude à la dite journée, le patriarche des Niaré de Bamako a organisé ce dimanche une grande rencontre des légitimités traditionnelles du Mali. De Kaye à Kidal en passant par Mopti, ils étaient tous présents pour réfléchir ensemble au devenir de nos coutumes. Mohamed Sangaré, compte rendu. Ils sont venus de toutes les régions du Mali pour répondre à l'appel du patriarche des Niaré de Bamako. Un appel qui s'inscrit dans le cadre de la journée dédiée aux légitimités traditionnelles du Mali. Il s'agissait pour les notabilités de la nation de discuter et d'échanger sur le devenir de la chefferie. Nous sommes réunis pour nous entendre, pour échanger, pour se comprendre. Nous devons faire fi de nos égos individuels, conjoncturels, pour regarder ce pays qui est en pleine crispation. Parfois, le vrai chef ne peut pas dormir quand il voit l'état dégradant de son peuple et de son terroir. Après plusieurs heures d'échanges d'idées et de partage autour des points tels que la proposition de la mise en place d'une commission, ensuite la proposition de faire en sorte que la nouvelle constitution puisse prendre en compte les préoccupations des légitimités traditionnelles. Cette rencontre a été aussi un espace de prise de contact entre les chefs coutumiers et traditionnels. À l'issue de la rencontre, des bénédictions ont été faites pour la paix et la stabilité. Les techniciens de surface, secteur de la santé, poursuivent leur activité de salubrité engagée dans les structures sanitaires de Bamako. Et c'est le centre de santé de référence de la commune 1 qui vient de recevoir la visite de ces agents décidés à rendre les structures de santé saines et vivables. Mariam Koulibaly. Le premier coup de balai de cette opération de salubrité dans le centre de santé de référence de la commune 1 est donné par le ministre en charge de la santé, accompagné de son collègue de l'élevage et de la pêche. L'opération qui entend donner une nouvelle image aux infrastructures sanitaires n'épargne aucun espace. On ne peut pas donner les meilleurs soins dans un environnement qui n'est pas propre, dans un environnement qui n'est pas protégé contre les risques d'infection. Donc toute association qui œuvre dans ce sens-là ne peut être qu'aidée et remerciée. C'est un fait historique qui se manifeste ici et j'en suis certain, c'est pour le bonheur de l'ensemble du Mali.
Nous pensons qu'à travers ce geste, tous les secteurs d'activité au Mali peuvent en profiter, car il s'agit d'une question essentielle, celle de la santé pour l'ensemble des Maliens. Les autorités locales et d'autres acteurs de la santé présents à la rencontre n'ont pas manqué de saluer l'initiative. Tous mesurent l'importance de l'hygiène dans le domaine de la santé. L'hygiène est tellement importante que nous l'avons retenue parmi les indicateurs du contrat d'objectifs qui vient d'être signé entre le ministre, entre moi et les directeurs des structures de santé. Donc également l'hygiène fait partie de la qualité des soins, donc c'est aussi un indicateur que nous avons retenu. Et donc je salue vraiment cette initiative, je remercie et encourage l'association des techniciens de surface. Le président de l'association des techniciens de surface, secteur de la santé, a à son tour remercié tous les acteurs impliqués dans cette démarche de salubrité et faire part à l'Assemblée certaines de leurs doléances. Inauguration du département maternité de l'hôpital régional Anya Doumbou Moulay Touré de Gao. L'infrastructure composée de 4 salles a été construite et équipée grâce au projet de partenariat entre l'administration sanitaire et le comité international de la Croix-Rouge. Rakiatou Touré, Alassane Amadou, correspondance. La nouvelle infrastructure flambant neuve peut déjà accueillir ses premières patientes. Le département de la maternité de l'hôpital régional de Gao a été rénové et équipé dans le cadre d'une collaboration entre l'établissement et le CICR. Un investissement qui améliore la prise en charge des patients et contribue à la diminution du taux de mortalité néonatale et infantile. Ce nouveau service de maternité avec son circuit de 4 compartiments, urgence obstétricale, la première dans son genre dans la région de Gao et du Mali. Salle de travail, salle d'accouchement et salle de postpartum offriront aux femmes et à leurs nouveau-nés les soins conformes aux normes internationales recommandées. Cette cérémonie d'inauguration a été honorée de la présence de la première femme à la tête du CICR depuis la création de l'organisation il y a 160 ans. Elle est à sa première visite à l'international. C'est ainsi, avec beaucoup de fierté, mais aussi d'humilité, que le CICR a contribué à la construction de cette nouvelle maternité. Il n'y a rien de plus précieux que d'accueillir un enfant dans les meilleures conditions et veiller à la santé de la maman qui le met au monde. Cet établissement offrira, j'en suis persuadée, le cadre idéal pour donner la vie en toute sécurité. Chers techniciens de santé, sages-femmes, médecins et infirmiers, prenez soin de ces joyaux pour que le CSR ne regrette pas de nous l'avoir donné. Il faut qu'à chaque fois qu'une mission de CSR vienne, qu'on trouve cette maternité dans de très bonnes conditions. La coupure symbolique du ruban, une remise d'attestation à 3 personnalités du CICR et la visite des liés ont constitué les temps forts de cette cérémonie. Le point Covid aujourd'hui, on enregistre 0 cas positifs, 0 guéris, 0 décès. 11 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger, protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous surtout vacciner. L'évaluation du programme d'activité et le budget en cours, les résolutions et recommandations prises lors de la dernière session sont au centre des échanges de la 28e session ordinaire du Conseil d'administration du Conservatoire des arts et métiers multimédia Bala Fasike Kouyaté. Alpha Maïga, reportage. Et c'est bien sous ces notes musicales que les administrateurs sont réunis pour la 28e session de leur conseil d'administration. Qu'est-ce qui a été fait pendant les 6 mois écoulés et quel montant investi? Des interrogations que les administrateurs vont examiner. Les 6 mois écoulés, il y a eu non seulement en tout cas la formation des apprenants, mais il y a eu également des activités culturelles qui ont eu lieu par les étudiants et les voyages d'études à l'extérieur, par exemple l'Italie et puis le Danemark pour les activités culturelles avec les étudiants. Et au niveau national ici, les étudiants ont participé à tous les festivals. Les difficultés rencontrées, c'est surtout les difficultés financières. Sur une prévision de 997 millions, on a fait l'ouverture seulement de 15% de cela. Au regard de ces efforts consentis,
Je peux vous affirmer que le conservatoire se porte mieux et reste convaincu qu'avec l'implication de tous, de nouveaux résultats seront engrangés par l'établissement conformément aux objectifs qui lui sont assignés. Nos ambitions, c'est toujours l'opérationnalisation du département cinéma qu'on veut ouvrir. Les activités concernant la formation des étudiants, ça va continuer. Et ensuite, nous avons en vue les évaluations et puis les soutenances, l'organisation d'activités culturelles et puis d'une conférence débat avec les grands connaisseurs de notre culture. C'est le lieu pour moi de féliciter la direction et tous les personnels du conservatoire pour leur dévouement et les exhorte à redoubler d'efforts dans la bonne formation des futurs artistes et opérateurs culturels qui sont notre reflet pour le Mali de demain. Le Conservatoire des arts béquiers multimédia Bala Faseke Kouyaté est et demeure un creuset de formation des cadres et des jeunes talents qui veulent faire carrière dans le domaine des arts et bien entendu des métiers multimédia. Téléthon de plan international, c'est le nom du nouveau projet financé pour plus de 2 milliards de francs CFA par le ministère des Affaires étrangères de la Norvège. Jacqueline Dauko nous en parle. La présente rencontre initiée par Plan International vise à partager avec les parties prenantes les grandes orientations stratégiques du nouveau projet appelé Téléthon. Avec plus de 40 000 bénéficiaires, le projet Téléthon contribuera entre autres à améliorer le taux de maintien des jeunes filles à l'école et réduire l'influence négative des normes sociales et culturelles sur la vie des filles. Nous allons mener comme activité les activités de protection. Qui parle de protection, on va forcément parler des espaces d'apprentissage, des espaces amis des enfants et autres activités autour du bien-être de l'enfant en question. Et en plus de cela, nous allons faire l'éducation. L'éducation va concerner les enfants déscolarisés. Le projet prévoit la formation professionnelle des filles et aussi donner des bourses aux jeunes filles pour leur continuité au niveau de l'éducation et afin qu'ils soient épargnés en quelque sorte de mariages précoces. Le projet Téléthon a pour cible essentielle les enfants, les adolescents et les jeunes âgés de 3 à 24 ans. Il vise 8 objectifs principaux, dont le volet humanitaire et développement. Je souhaite vivement que cette initiative préconisée par le Plan International soit étendue à d'autres communautés des régions de Ségou et de Mopti. Car quand la vie de chaque enfant compte, chaque jour compte aussi. Par conséquent, nous réitérons notre disponibilité à vous accompagner pour atteindre au mieux les objectifs du projet Téléthon dans les régions de Ségou et de Mopti. Pour une durée de 4 ans, le projet Téléthon intervient dans les communes de Baroueli, Yeredon-Sagnona et Siribala dans la région de Ségou et les communes de Sio et Sokoura dans la région de Mopti. L'ONG Oxfam et ses partenaires initient à Kita une table ronde et une caravane de sensibilisation sur la problématique d'accès des femmes et des jeunes à la terre et aux instances de prise de décision. Mahamadi Alioubari, compte rendu. Cette table ronde a été initiée par l'ONG Oxfam et ses partenaires pour mieux appréhender les préoccupations des acteurs sur la loi 052 des femmes et des jeunes. Il s'agit de mettre un accent sur la participation des femmes et des jeunes aux différentes prises de décisions, tant politiques, économiques, sociales que culturelles. Sauf celle dans sa politique de soutenir les femmes et les jeunes, a beaucoup mené des activités de plaidoyer en faveur de ces groupes cibles sur l'application de la loi d'orientation agricole et l'accès des femmes et des jeunes à la terre durable. Ce cadre d'échange des cours socio-professionnels est une manière d'accompagner les femmes et les jeunes de la région de Kita à faire respecter les engagements internationaux du Mali en matière de promotion de l'égalité de genre, de la loi d'orientation agricole, entre autres. C'est justement au regard des écarts de représentation sexo-spécifique que le Mali, à l'instar d'autres pays du monde, s'est résolument engagé dans un processus de construction d'une société émergente qui offre une égalité de chances aux femmes et aux hommes. L'accès des femmes et des jeunes à la terre et aux instances de décision constitue non seulement un respect des textes en vigueur en République du Mali, à travers l'observance des lois 2015-052 du 18 décembre 2015 et 2006, 5 janvier 2006, portant
loi d'orientation agricole. L'autre temps fort de l'initiative de l'ONG Oxfam et ses partenaires dans la capitale de l'Arachide a été l'organisation d'une caravane dans la ville. Les caravaniers sont partis de l'ONG Stop Sahel au gouvernorat en passant par le quartier Kolibougou, la place de l'Indépendance et le marché de Kita. Sur place, un mémorandum a été remis aux représentants du gouverneur sur la promotion des arts et de l'égalité. Le préfet du cercle de Sikasso visite le nouveau siège du conseil de cercle de Sikasso. L'infrastructure a été réalisée à 372 millions de francs CFA. Yourubala Diabaté, Amadou Dolo, correspondance. Bâti sur une superficie de 3000 m², le nouveau siège de la collectivité cercle de Sikasso comprend un bâtiment principal composé d'une salle de conférence, 14 bureaux, 11 toilettes, une loge gardien, une grille de surveillance, un bloc de 3 latrines, le tout pour un coût global de 372 millions de francs CFA, financé sur fonds propres du conseil de cercle de Sikasso. Tout Sikasso est satisfait aujourd'hui et le conseil des cercles est satisfait. J'étais logé dans les anciens locaux de la maison du peuple. Aujourd'hui, les viaducs qui passent devant les sièges du conseil des cercles, et trouvant que le conseil des cercles aujourd'hui est au cœur du marché, il fallait trouver les voies et moyens pour quitter. La nouvelle infrastructure va permettre au personnel d'exercer dans des conditions idoines de travail, toute chose qui répond aux objectifs des autorités administratives. J'ai un sentiment de satisfaction. Cette réalisation, je pense que ça améliore les conditions de travail des agents. Et également, ça permet aux usagers qui vont venir au niveau du conseil de cercle d'être accueillis dans de bonnes conditions. En tout cas, le bâtiment répond à tous les critères de modernité. Dire à la population du cercle de Sikasso, ça c'est une preuve que tout ce que les collectivités ont comme financement, c'est pour le bien-être de cette population. Cette visite du nouveau siège du conseil de cercle de Sikasso s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités, dont le président du conseil régional qui a salué la réalisation du joyau avant d'inviter à une utilisation judicieuse de l'infrastructure. Le tour des bureaux du nouveau siège a constitué un des temps forts de la cérémonie. En 5e région, on forme les enquêteurs à l'inventaire du patrimoine culturel, particulièrement sur les techniques d'inventaire et de documentation du patrimoine culturel et du textile Dogon et Peul, une formation financée par le Fonds des ambassadeurs pour la prévention du patrimoine culturel. Aminata Touré. Initiée par la mission culturelle de Guinée sur financement du Fonds des ambassadeurs pour la préservation culturelle AFCP, cette activité de formation a l'intention des enquêteurs à l'inventaire du patrimoine culturel entre dans le cadre du projet conservation et revitalisation et de valorisation des textiles au centre du Mali, cas des localités de Bandiangara et Guinée. Le Mali a un accord bilatéral sur la restriction et l'interdiction des objets archéologiques de la vallée du Niger, de Bandiangara. Suite à cet accord, les Américains interviennent beaucoup dans la préservation et la conservation du patrimoine culturel malien. Pour une durée de 3 jours, la formation sera axée sur plusieurs modules consolidés par des exercices pratiques et des études de cas de connaissance du milieu, du cadre juridique et réglementaire, connaissance des données sur le textile Dogon et Peul, entre autres. Ils seront dotés de connaissances qui leur permettront d'identifier tous les objets qui rentrent dans la chaîne opératoire de la fabrication du tissu traditionnel. Cet atelier vous sera donné l'occasion, bien sûr, de comprendre pour accomplir vos futures missions, à savoir inventorier, documenter, conserver les compétences, les outils et les pratiques associées à la production et à l'utilisation des tissus, objets connexes dans le contexte culturel Peul et Dogon. Autre temps fort de la formation, c'est la visioconférence accordée à l'assistance par la représentante de l'ambassade des États-Unis au Mali, qui rassure les enquêteurs de l'accompagnement de l'ambassade pour la sauvegarde du patrimoine culturel qui est un facteur de paix et de cohésion sociale.
Je vous amène à présent à Sigiri, en Guinée-Conakry, où on magnifie le raffermissement des liens fraternels entre nos deux pays à travers la culture, notamment la musique. L'émission Top Étoile de l'ERTM s'est délocalisée au profit de l'enregistrement de l'émission dénommée spécialement Top de l'Union. C'était ce vendredi 28 octobre à l'espace culturel face aux résidences de la localité, une soirée riche en couleurs sur laquelle revient ici Bemba Sibi Abdul Salam Bambara, de retour de Sigiri. L'union des peuples frères du Mali et de la Guinée, magnifiée une fois encore à travers la musique, ceci à la faveur de l'émission Top Étoile, le top de l'union illustré par la communion entre les artistes et le public. Le top de l'union, c'est aussi l'union des esprits, la concrétisation par la voie de la musique d'une vision commune de deux pays qui, historiquement, ne faisaient qu'un. La situation de Mali et la Guinée depuis l'indépendance jusqu'à là où nous sommes. Et ce qu'on entend, on dit que la Guinée et le Mali, c'est le même pays. Bon, je veux vraiment que ça sorte dans le concret. C'est ce qui m'a motivé vraiment d'éviter l'équipe de Top Étoile chez nous. Lorsque nous avions reçu l'invitation de nos frères les Sigiri, alors les plus hautes autorités du Mali ont bien accueilli cette invitation, cette sollicitation. Et le DG de l'ORTM n'est pas resté en reste. Et il a dépêché, il a mobilisé une grande équipe pour la cause. Depuis longtemps, on dit que le Mali et la Guinée sont deux poumons dans un même corps. Mais je pense que ce cadre illustre parfaitement de telles affirmations. On a toujours dit le deux poumons dans un même corps, on n'est plus là-bas, mais on est dans la même logique. Les deux présidents conjuguent le même verbe, Assimi Goïta et Mamadi Doumbouya, et ont ficelé la concorde du tissu de fraternité, de l'amitié, pour que nous soyons en vie, parce que nous sommes condamnés par l'histoire. Mali-Guinée, ce n'est pas une frontière, ce n'est qu'une logique de contrôle. Justement, l'enregistrement de ce top spécial s'inscrit dans cette logique fédératrice. Pendant plus de 3 heures d'horloge, le public a eu droit à une sélection artistique du Mali et de la Guinée qui a ravi plus d'un. En témoigne la réaction de ses spectatrices. La soirée s'est très bien passée. On est contente de la venue de Top Étoile à Sigiri. Top Étoile à Sigiri, ça a été une réussite. Je suis très heureuse d'y avoir participé. Qu'une émission phare de l'ORTM vienne égayer les populations de Sigiri nous ravit à plus d'un titre. Le top de l'Union, une première, mais qui ne sera certainement pas la dernière, a laissé entendre les autorités locales de Sigiri et les responsables de l'ORTM. Vivement d'autres exemples de partage culturel de ce genre. Voilà, merci à Sigiri. La réponse à cette question à présent, c'est dans la chronique Culture et Société. Qu'est-ce que c'est qu'un proverbe? On l'entend dans les conversations intellectuelles comme celle des rues, mais réellement, connaissons-nous son origine, son sens, bref, sa fonction? Alpha Maïga nous propose là-dessus le regard de deux femmes sur le sujet. wanda cigiya a haindi masina ne ga haya koy ndeni jow don toni dangani me kuna bay nun kani funni denedi parce que quand tu prends un scorpion tu le mets dans ta bouche il faut savoir où cacher ta langue. La culture orale. En fait, le chef de village, qu'est-ce qu'il a à faire en haut? S'il fait quelque chose en haut, ça veut dire qu'il a des problèmes. Et ces problèmes-là n'intéressent pas les villageois.
un pantalon mouillé vaut mieux que brûlé. Dans l'héritage commun de connaissances, les proverbes sont l'une des sources les plus riches de sagesse et de vision du monde traditionnel. Ils sont les épices du langage parlé. Ils servent à de nombreuses fins dans la société et sont irremplaçables dans notre culture. Quand on observe notre société, surtout la société malienne, elle est subdivisée en nobles et en hommes de caste. Les proverbes rentrent dans le cadre des genres littéraires, l'épopée, les mythes, on a aussi les proverbes. On fait allusion aussi à la parole. Les proverbes, c'est des formules en fait, c'est des traits de caractère que nous employons dans nos discours et qui représentent en fait des vérités ou qui servent à résumer des conseils de sagesse pratique. Alors ça veut tout simplement dire que malgré qu'on ait mal aux yeux, on ne refuse pas de se laver la figure. Donc ça c'est une morale qui peut être sur laquelle on peut se baser pour sensibiliser dans plusieurs contextes. Donc ça encourage en fait à foncer dans un objectif que l'on vise malgré les difficultés qui peuvent être sur la route. Les proverbes abordent tous les domaines de la vie en société. La personne qui fabrique un proverbe ou la personne qui dit un proverbe s'appuie toujours sur une réalité qui est déjà passée en fait. Et ce sont des expressions qui sont vraiment utiles à la société. Donc c'est important de souligner là qu'on s'appuie sur un proverbe pour mettre l'accent sur une morale dans une situation bien déterminée. Ils font partie de notre identité culturelle dans la mesure où ils servent à donner des conseils, des aspects pédagogiques et servent aussi à argumenter, à surtout mettre en exergue l'idée que nous voulons véhiculer. Au Mali, chaque village possède quelques lieux de rencontre où l'on aime particulièrement venir causer et échanger des proverbes. On les retrouve à travers des conversations avec des vieilles personnes. Ne dit-on pas qu'en Afrique, lorsqu'une vieille personne meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Les proverbes sont contenus dans la mémoire de nos sages. En Afrique, toutes les éducations ne sont pas écrites. Même si on les lègue par l'écriture, la façon de les dire ajoute encore une certaine essence à la chose. Donc la parole est très importante en Afrique et les proverbes sont aussi très très importants. Ce choix de lieu suppose d'une part la foi aux valeurs culturelles de la société dont les proverbes ne sont qu'une des composantes et d'autre part l'originalité de la pensée culturelle malienne. Et vous n'êtes pas sans savoir que les nobles aussi ne doivent pas s'exprimer n'importe où, n'importe comment et n'importe quand. Donc pour écourter les énoncés, pour dire beaucoup en disant peu, ils se servent des proverbes. Alors, le proverbe peut être considéré comme le sel de la conversation en milieu traditionnel. Selon les Bambara, ko kute mogola, jagite mogola, haramade minela, oyi dala kumare. Ce qui veut dire que l'homme n'a ni de quai, ni de crinière. Le seul point de prise de l'homme est la parole de sa bouche. Plus un individu en possède, plus il en impose aux autres lors des discussions et plus il démontre son enracinement dans le milieu. Kuma mani, kuma baliafana mani. Autrement dit, parler est mauvais, mais ne pas parler est pire. Et nous, on doit parler pour édifier les gens sur tout ce qui se passe dans la société. C'est notre fonction de journaliste. Bonsoir Abdul Karim Kaba. Bonsoir Nialou Traoré, bonsoir tout le monde. Donc nous allons parler de sport dans le cadre de la préparation des athlètes qui représenteront le Mali au championnat du monde senior. La FEMA a organisé une compétition, Abdul Karim Kaba. La FEMA, entendue par là, la Fédération malienne de taekwondo, elle a organisé au centre Monkon de Bako-du-Kroni la 5e compétition nationale pour seniors. Cette compétition a pour but de mieux préparer les athlètes maliens devant prendre part au championnat du monde senior à Guadalajara, au Mexique, du 13 au 20 novembre prochain. Ce championnat du monde est qualificatif pour les Jeux Olympiques à Paris 2024.
ont pris part à cette compétition les ligues régionales et du district de Bamako, l'association locale de communes des cercles et les 12 clubs du district de Bamako. Bonne chance donc aux représentants maliens au championnat du monde de taekwondo. Jusqu'à Guadalajara. Guadalajara, oui. Mexique. Bonne chance à eux. Nous allons parler de football, Coupe du monde féminine. Des moins de 17 ans, le Nigeria gagne le match de classement. Battu par la Colombie au tir au but 6-5 en demi-finale, le Nigeria s'est imposé ce matin devant l'Allemagne 3-2 au tir au but. Le score était de 3 buts partout après le temps réglementaire. Les Allemandes avaient battu les Nigérianes en match de poule 2-1. Les Nigérianes ont donc pris leur revanche en s'emparant de la médaille de bronze devant les Allemandes. En finale jouée cet après-midi, l'Espagne, tenant du titre, a battu la Colombie par 1-0. L'Espagne est championne du monde pour la deuxième fois consécutive. Rappelons que la Coupe du monde féminine des moins de 17 ans est à sa 7e édition. L'Afrique était représentée par 3 pays, le Nigeria, le Maroc et la Tanzanie. Voilà, c'est tout, Abdul Karim Kaba. C'est ce qu'il fallait retenir. Et comme on parle de sport, je vais rappeler à nos téléspectateurs, demain justement, on va parler de sport dans Aoubedi à partir de 8h, avec comme thème le sport, facteur d'intégration, esprit intégrateur. Lala Touré reçoit Alassane Camara, un coach sportif. Nous sommes presque à la fin de ce journal et merci à toute l'équipe de réalisation et à la rédaction. Demain, 20h, Fousseini Tunkara. Et ce soir, dans les programmes, je vous donne rendez-vous dans votre magazine au cœur de l'économie avec Siliki Dambélé. Nous abordons ce mois l'accès au financement au Mali. Est-ce le parcours du combattant? La réponse vous sera donnée dans la première partie du magazine à partir de 21h30 avec nos invités. À suivre également un magazine sur le programme Tunkaranki. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Grand merci à nos téléspectateurs de Morobala, de Zebala, de Niamanasso. C'est dans la région de Koutiala. Bonsoir à tous et bon début de semaine.